Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la première partie des deux émissions exceptionnelles que nous consacrons au moine bouddhiste et interprète du Dalai Lama, Mathieu Ricard. Nous allons revenir aujourd'hui sur son parcours très riche. Alors comment est née sa vocation de photographe? De quelle manière a-t-il rencontré ses grands maîtres? Qui était-il? Qu'en est-il de sa relation avec sa sainteté le Dalai Lama? Nous avons eu l'immense plaisir de retrouver Mathieu Ricard lors de son dernier passage à Paris, chez l'un de ses proches amis, qui nous a ouvert les portes de sa maison. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes moine bouddhiste et l'interprète pour le français du Dalai Lama depuis 1989. Vous vivez dans l'Himalaya depuis 50 ans. Un demi-siècle pendant lequel vous avez photographié vos maîtres spirituels ainsi que le monde fascinant qui les entoure. Cette somme photographique de 350 images, accompagnée de textes qui retracent votre itinéraire personnel, vient de sortir dans un magnifique ouvrage aux éditions de La Martinière. Alors, tout d'abord, Mathieu Ricard, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette vocation de photographe? Oh, très jeune, j'ai reçu un cadeau d'anniversaire d'un petit appareil, à l'époque très rudimentaire. Et j'ai tout de suite pris goût à chercher la lumière. Donc, je photographiais des flaques d'eau, des reflets dans les verres. Et puis, je suis parti, donc, tout d'abord à l'âge de 20 ans. Premier voyage en 1967 dans l'Himalaya auprès des grands maîtres comme Kangyo Rinpoche. Donc j'ai fait des portraits de ces grands maîtres. J'ai photographié l'Himalaya qui se déployait devant mes yeux. J'ai fait 7 ou 7 allers-retours. Et en 1972, donc, je me suis établi là-bas. Et j'ai emmené, évidemment, mon appareil de photo. Enfin, pendant les 7 ans que j'ai passé à Darjeeling sans bouger, je photographiais assez peu. Pour toutes sortes de raisons. D'une part, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. J'étais dans mon ermitage, en présence de mon maître. Donc, de temps à autre, je faisais des portraits, un paysage. Donc, c'était très minimaliste, mais c'est quand même des photos qui étaient, disons, qui avaient une qualité historique du point de vue de photographier des maîtres qui ne sont plus de ce monde. Alors, revenons maintenant sur les différentes étapes de votre parcours que vous venez de mentionner, en commençant, si vous le voulez bien, par votre enfance. Notamment avec des parents, il faut bien le dire, exceptionnels, chacun à leur manière. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Mon père, le goût de la rigueur intellectuelle. Jean-François Revel. Jean-François Revel avait cette qualité, donc, de jamais se faire prendre dans des coteries, soit politiques, soit autres, pour pouvoir toujours dire ce qu'il pensait en fonction de ce qu'il pensait être juste. Ma mère m'a appelé plus la bienveillance, et elle continue, puisqu'elle a 94 ans maintenant. Et c'était une personne éminemment bonne, chaleureuse, et donc qui m'a montré les valeurs de la bienveillance qui, d'un certain point de vue, sont encore plus importantes que l'intellect. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça. Ma sœur m'apprend aussi quand la façon dont elle traverse la maladie de Parkinson qu'elle a avec un courage extraordinaire. Elle m'a appris c'est un bel exemple de vie. Et donc, j'ai beaucoup appris de mes proches. Donc, vous êtes ensuite orienté plus vers la science. Vous êtes devenu docteur en génétique cellulaire, je crois. Oui. Et en 1967, vous l'avez dit, là, c'est le coup de foudre. Vous partez justement en Asie et vous rencontrez votre maître racine, Kangyo Rinpoche. J'avais 6 mois de vacances entre l'université et rentrer à l'Institut Pasteur. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire un voyage. Alors, j'ai demandé à droite, à gauche. Je faisais un peu de judo, parce que je vais aller au Japon. Et puis, j'ai vu les films, les documentaires d'Arnaud Desjardins en cours de montage. C'était un ami de la famille. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, en plus de ce qu'il m'avait dit, que mon ami Frédéric Leboyer, le docteur Leboyer m'avait raconté, tous les deux revenaient de Darjeeling, où ils avaient rencontré tous ces grands maîtres, Kangyo Rinpoche, Dönjok Rinpoche, le 16e Karmapa, etc. Et donc, j'ai été absolument, éminemment inspiré en voyant tous ces visages. C'était fascinant, quoi. Je veux dire, on a l'impression qu'il y avait tous les plus grands sages qu'on imagine dans l'histoire du passé, de Socrate à Saint François d'Assise, à Diogène, qui étaient tous là, vivants, finalement sur un assez petit périmètre. Beaucoup étaient dans la région de Darjeeling, Kalimpong, le Sikkim, qui sont tous à quelques heures de jeep l'un de l'autre. Donc, c'est là où je suis allé. Et grand bien m'en a fait, puisque ça a depuis inspiré l'ensemble de mon existence depuis 50 ans.
Mais alors, Kangyu Rinpoche, là, vous dites que c'est l'une de vos photos préférées. Qu'est-ce qu'elle vous inspire plus précisément? Si vous voulez, le meilleur qu'on puisse dire, c'est de regarder cette photo pendant 10 minutes. Il y a quelque chose, une qualité d'être humain qui est difficile à comparer. Ouverture, inspiration, à la fois une très grande force, mais comme vous voyez, cette bonté absolument sans limite, c'est une bonté qui va au cœur des racines de la souffrance, qui inspire, et en même temps, qui ne fait pas de concession à l'ego. Parce que la vraie bonté, pourquoi est-ce qu'elle serait diplomatique avec l'ego? Ça n'aurait aucun sens. Donc ça n'aiderait pas le disciple simplement de le bichonner dans le cocon de l'égocentrisme. Hein. Et c'est un peu ce qu'on voit, ce qu'on appelle le développement personnel. C'est de bichonner l'ego dans des trucs un peu près confortables. Alors on se sent bien, on relaxe, etc. Mais ça ne résout pas la question des racines de la souffrance, qui était l'enseignement premier du Bouddha. Alors, vous avez fait ensuite une seconde rencontre extraordinaire pour vous, c'est Dilgo Khyentse Rinpoche. Vous l'avez suivi pendant 13 ans, je crois. Hein. Oui. Comment ça s'est déroulé, cette rencontre? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Il était très proche de Kangyu Rinpoche. Ils avaient échangé des enseignements, des transmissions. Et je l'avais rencontré seulement 2 fois quand il était venu à notre monastère pendant que j'y étais. Et au moment où Kangyu Rinpoche est mort en janvier 1975, la famille de Kangyu Rinpoche, qui donc était à Lama, il y avait une famille qui était mariée, on demandait à Khyentse Rinpoche, qui était au Sikkim à l'époque, qui passait en déplacement, de venir faire les prières, les cérémonies qui devaient être faites en présence du corps de Kangyu Rinpoche, qui a été gardé pendant 49 jours avant la crémation. Il a donné un ensemble d'enseignements, il a accompli la crémation elle-même au bout de 49 jours. Et donc, il a un peu pris tous les disciples de Kangyu Rinpoche, y compris sa famille et nous tous, dans le creux de ses mains. Donc pendant quelques années, il venait de temps en temps. Moi, je suis resté 7 ans sans bouger quasiment de Darjeeling. Puis un jour, beaucoup des disciples de Kangyu Rinpoche, sous l'égide de Pema Wangyal Rinpoche, qui maintenant enseigne en Dordogne, allaient commencer la première retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours en Dordogne, en France. Et du fait que j'étais un des plus anciens historiquement, il a supposé que j'allais me rejoindre à cette retraite. Et Khyentse Rinpoche a dit dans une parole qui a changé un peu ma vie aussi à ce moment-là, tant que je suis en vie, reste auprès de moi, tu reprendras des retraites plus tard. Donc, du coup, j'ai vécu auprès de lui pendant 13 ans, dont une dizaine d'années au Bhoutan, 3 voyages au Tibet, Au monastère de où il n'était pas Setchen allé également. depuis 30 ans, il était en exil. Et puis voilà, dans toute une vie extraordinaire auprès d'un maître qui était un des maîtres du Dalai Lama, qui était un maître parmi les maîtres. Il n'y a quasiment personne en Inde, dans les 4 écoles du bouddhisme tibétain, qui n'a pas été son disciple. Donc, il enseignait constamment du matin au soir. Et puis moi, j'étais là avec lui tout le temps. Je dormais par terre dans sa chambre. Je trouvais tous les enseignements sans avoir à les demander. C'était évidemment au-delà de l'imagination. Et puis au Bhoutan, à l'époque, où le Bhoutan était très préservé, c'est un pays absolument unique au monde. Et puis le Tibet, la découverte du Tibet en 1985. Je ne dis pas, on arrive dans une vallée, il y avait 1000 cavaliers qui nous attendaient. Je veux dire, c'est des spectacles comme on n'en voit plus. Les gens avaient une émotion extraordinaire. Et c'est vrai que voilà, c'est une immense fortune d'avoir vécu tout ça. Mais alors justement, vous êtes quand même un très grand méditant et vous avez été dans différents lieux, dans divers ermitages. En quoi est-ce qu'ils vous ont inspiré, ces lieux? Quels sont les principaux lieux qui vous ont touché? Alors les lieux, si vous voulez, on dit que c'est vrai, hein, des lieux où ont vécu des grands maîtres du passé. Si vous êtes près d'un endroit où le Bouddha a vécu, ou près d'une grotte où un très grand maître du passé a médité pendant des années, eh bien, le fait d'être qu'il soit sous vos yeux. J'ai passé seulement 1 semaine dans une île au milieu du lac Kokonor, dans une grotte où avait vécu le grand ermite Chapkar, dont j'ai traduit la biographie. C'est vrai que c'est incroyable, on a l'impression qu'il était parti la veille. Et ça, si vous voulez, c'est un encouragement, une source d'inspiration formidable pour votre pratique. Au lieu de simplement d'être dans la nature, vous avez une nature qui est habitée de cette présence. C'est un rappel constant des qualités du maître spirituel, de la teneur de la pratique qu'il enseignait, et donc c'est un encouragement. Alors ça, on le trouve dans les ermitages, mais aussi dans les pèlerinages. Vous en avez fait plusieurs, notamment à Bodh Gaya et Samyeling. Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est déroulé pour vous? Alors, les pèlerinages, c'est le sport favori des Tibétains. Alors, ils le font à pied, évidemment, parce que si on monte à cheval, c'est le cheval qui fait le pèlerinage. Et des fois, ils le font carrément en se prosternant de tout leur long sur le long de la route. Ça fait que pour aller de l'Amdo ou du Kham jusqu'à Lhasa, ça peut leur prendre 6 mois ou 1 an. Donc ça, c'est le pèlerinage, un peu la version brute, quoi. Mais c'est vrai que c'est des lieux qui sont en eux-mêmes très spéciaux. Hein, vous voyez le mont Kailash avec le lac Manasarovar. Vous êtes là, assis au bord du lac. On a l'impression que la méditation est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a
C'est les lieux qui, en ce qui concerne les conditions extérieures favorables à la pratique spirituelle, sont nettement les plus favorables. Alors évidemment, un militant très expérimenté, il peut méditer dans les embouteillages et dans le métro, mais tant qu'à faire, je préfère quand même être au bord du lac Manasarova. Alors on trouve dans votre livre de magnifiques photos de Bodh Gaya et de Samiling. Est-ce que ces deux lieux vous ont également touché particulièrement, Mathieu Ricard? C'est vrai que tous les lieux, notamment les 8 lieux importants du Bouddha en Inde, mais Bodh Gaya, c'est là où le Bouddha atteint l'éveil. Donc pour commencer, le bouddhisme a commencé là. On dit que c'est comme un jardin suspendu dans l'âge décadent des temps modernes. Selon la cosmologie bouddhiste, on dit que ce n'est pas seulement le Bouddha Sakyamuni, mais que 1000 Bouddhas de cette ère, les 4 Bouddhas du passé et tous ceux à venir, atteindront l'éveil à Bodh Gaya. Donc c'est le trône de diamant de l'Inde. Et en plus, quand le Dalai Lama enseigne là-bas, qu'il donne l'initiation du Kanak Chakra à 100 000 personnes, que Dilgo Khyentse Rinpoche allait tous les ans, assis sous l'arbre de la Bodhi pendant 3 semaines, à réciter 100 000 prières, qui fait une dizaine de pages, la prière de souhait pour tous les êtres dans l'univers. Donc c'est des lieux assez extraordinaires. Et puis Samye-ling au Tibet, en 85, il était en ruine. Sous l'inspiration de Dilgo Khyentse Rinpoche, on a pu avoir la permission de restaurer Samye. Il est retourné en 90 pour bénir le Samye reconstruit. C'est quand même là où le bouddhisme a commencé au Tibet. Et c'est assez extraordinaire, évidemment, de pouvoir visiter ces lieux. Alors, terminons cette émission, si vous le voulez bien, et ce survol de votre parcours avec la rencontre avec le Dalai Lama, Sa Sainteté le Dalai Lama, grâce à Dilgo Khyentse Rinpoche, il me semble. Oui, quand Khyentse Rinpoche est arrivé en Inde, le Dalai Lama, qu'il avait déjà rencontré à Lhasa, a souhaité le revoir et lui a demandé de lui transmettre des enseignements de la tradition de Nyingmapa. Je crois qu'une quinzaine de fois, Dilgo Khyentse Rinpoche, à l'invitation du Dalai Lama, est allé auprès du Dalai Lama, et parfois, pendant une semaine, des fois 15 jours, il transmettait dans des questions très intimes. Il y a une photo assez unique où on voit le Dalai Lama recevoir des enseignements. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui existent. Et pendant toute la journée, souvent ils étaient tous les deux seuls. Le Dalai Lama servait du thé à Khyentse Rinpoche. Et on arrivait le matin pour l'amener et reprendre l'après-midi. Mais une ou deux fois, le Dalai Lama m'a permis de rester toute la journée. Évidemment, c'était étonnant de voir, c'est comme 2 soleils qui brillent en même temps, quoi. C'était assez extraordinaire. Donc à la suite de ça, le Dalai Lama, étant donné que j'étais disciple proche de Khyentse Rinpoche, a toujours été d'une très grande bonté envers moi. Et puis un jour, j'étais à Paris, il était là, il a reçu le prix de la mémoire de Daniel Mitterrand. Il n'y avait pas d'interprète français, il fallait passer du tibétain à l'anglais, de l'anglais au français. Il m'a dit, bah, tu traduis. Puis brusquement, boum, je me suis retrouvé servi d'interprète. Depuis, voilà, j'ai la grande fortune d'être son interprète en langue française. Et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? Ce qui est extraordinaire, c'est la parfaite cohérence ou transparence entre ce qu'il est avec la personne qui nettoie l'étage à l'hôtel où il habite et puis un chef d'État. C'est la même chose. Un être humain qui rencontre un être humain et il ne fait pas la moindre différence. Et c'est pas parce qu'il y a des caméras là qu'il est gentil avec la femme de chambre ou la personne qui est là. C'est parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Cette humanité commune qu'il met constamment en avant, pour lui, c'est une réalité de chaque instant. Et ça, c'est vraiment un bain de jouvence spirituelle que de passer quelques jours avec lui quand j'ai la chance d'être son interprète. Merci beaucoup, Mathieu Ricard. Merci. Nous verrons la suite de cet entretien avec Mathieu Ricard la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Un demi-siècle dans l'Himalaya, aux éditions La Martinière. Toutes les photographies que vous avez pu voir sont extraites de ce très bel ouvrage où Mathieu Ricard nous raconte son parcours, ses voyages, mais aussi et peut-être surtout ses rencontres, notamment avec les grands maîtres. Toujours de notre invité, avec Jean-François Revel, Le moine et le philosophe, publié chez Pocket Éditions. On y retrouve les réflexions et interrogations passionnantes de Mathieu Ricard, moine tibétain, et de son père, Jean-François Revel, philosophe agnostique éclairé. Au cœur de la compassion, de Dilgo Khyentse, chez Padmakara. Il s'agit du commentaire des 37 stances sur la pratique des bodhisattvas de l'ermite tibétain Togme Zangpo. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.